Le cercueil était vide et pourtant, il y avait du sang. Marc Delorme n'était pas un homme cruel, seulement un père usé, égaré dans le silence de son propre foyer. À 56 ans, il avait cessé d'exister dans le regard de ses enfants. Il les croisait sans qu'ils lèvent les yeux. À table, il parlait et le vent semblait lui répondre à sa place. Sa femme, Clara, avait la tendresse d'un souvenir lointain. Ses deux fils, Tom, 17 ans, et Léo, 20 ans, semblaient vivre dans une pièce voisine d'un autre monde. Marc était devenu transparent, invisiblement là, brisé sans cri. Jusqu'à ce jour de novembre où une idée terrible a germé dans son esprit, comme une échappatoire ou une vengeance douce. Et s'il pensait que j'étais mort, s'il me voyait dans un cercueil, allongé, figé, regretterait-il mon absence? Sentirait-il ma valeur? Marc était technicien dans une société de vidéosurveillance. Il savait manipuler des caméras, monter des systèmes et simuler. Tout était calculé. Une lettre d'adieu trouvée par Clara, une voiture abandonnée près d'un pont, un faux corps laissé dans une morgue obscure grâce à un ancien contact douteux. Il avait tout planifié pour disparaître, mais rester spectateur. Dans une maison voisine louée sous un faux nom, il installa des caméras cachées chez lui. Il voulait voir les réactions, entendre les larmes, ressentir enfin une présence. De l'amour peut-être. Mais ce qu'il vit n'était pas ce qu'il avait prévu. Pas une larme, pas un cri, juste un silence. Trop calme. Tom souriait presque. Léo parlait bas avec Clara, leur regard dur, froid. Et puis il entendit Clara murmurer « Enfin, c'est fini !» Marc n'avait pas bougé de sa chaise depuis des heures. Figé devant l'écran, le casque sur les oreilles, il rembobinait les images. Encore. Encore. Clara, ses fils, impassibles. Pires encore, soulagés, soulagés. Il avait tout donné, toute sa vie. Sacrifié ses rêves, ses dimanches, ses nuits d'insomnie, son dos, pour eux. Et il disait que c'était enfin fini. La colère montait, froide, méthodique. Pas un élan d'amour, pas une trace de tristesse. Pas même chez Léo, son aîné, avec qui il partageait autrefois les bricolages du samedi. Tom, le plus jeune, avait éteint son téléphone après un simple « C'est chelou, non ?» Mais bon, il avait l'air déjà mort depuis longtemps. Mais c'est le lendemain que tout a basculé. Marc regardait les images de la cuisine. Léo venait d'y entrer, seul. Il tenait un petit coffret noir entre ses mains. Il le posa doucement sur la table et s'adressa à voix basse à sa mère, qui le rejoignit en robe de chambre. « Tu crois qu'on doit le brûler, ce truc? Il faut le cacher d'abord. Si quelqu'un tombe dessus maintenant, c'est fini. Tu penses qu'il avait compris? Il n'aurait jamais eu les couilles de creuser, dit-elle froidement. Il pensait qu'on l'aimait encore. Il savait rien. Marc sentit la nausée lui serrer la gorge. Quelque chose clochait. Ce n'était plus une simple indifférence. Il y avait un secret, un vrai, quelque chose qu'il lui avait caché depuis longtemps. Et ce coffret, le plan initial venait de basculer. Ce n'était plus une mascarade, c'était une enquête, une descente vers une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il se leva brusquement, attrapa son manteau et sortit dans la nuit glaciale. Il allait retourner dans cette maison, discrètement, invisiblement. Il voulait voir ce coffret de ses propres yeux. Ce n'était plus lui qui observait, c'était lui qui traquait. Marc attendit la tombée de la nuit. Il connaissait les routines de chacun. Clara qui dormait avec des somnifères, Tom enfermé dans sa musique, Léo souvent absent la nuit. À 2h47 du matin, il ouvrit la porte arrière de sa propre maison. Elle grinça comme si elle le reconnaissait. Il se déplaça en silence, évitant les planches qui craquaient, les coins où ses caméras étaient aveugles. Dans la cuisine, la boîte noire était toujours là, posée sous un torchon comme si elle avait été oubliée. Elle n'était pas très grande, mais lourde, solide, métallique, pas verrouillée. Ses mains tremblaient lorsqu'il souleva le couvercle. À l'intérieur, il trouva des photos. D'abord banales, de famille, de vacances. Mais plus il les feuilletait, plus quelque chose clochait. Sur chaque photo, il manquait. Coupé, arraché, rayé. Dans certaines, son visage avait été gribouillé au feutre noir, comme s'il n'avait jamais existé. Puis il vit une lettre, jaunie par le temps. Elle n'était pas de Clara. C'était la lettre de son frère disparu depuis 30 ans, Alain, un frère dont on ne parlait plus dans la famille. « Marc, si tu lis ça un jour, alors c'est que Clara t'a menti. Elle savait,
Elle a toujours su. Ce que j'ai vu ce soir-là, ce que vous m'avez fait croire, n'était pas un accident. Tu croyais avoir perdu la mémoire, mais c'est elle qui t'a volé tes souvenirs. Elle t'a brisé. Il sentit le sol s'effondrer sous lui. Mark avait eu un accident 25 ans plus tôt. Il pensait simplement avoir glissé dans les escaliers. Un choc, un trou noir, rien de plus. Mais si ce n'était pas un accident, et si sa propre femme avait manipulé sa mémoire? Il se laissa tomber sur une chaise. Le monde vacillait. Les pièces de son passé éparpillées commençaient à s'assembler dans un puzzle monstrueux. Et Clara semblait en être le centre. Une ombre passa dans l'encadrement de la porte. Tom, Mark n'eut pas le temps de bouger. Leurs regards se croisèrent. Un père revenu d'entre les morts, un fils figé par la stupeur. Et dans la bouche tremblante de Tom, un seul mot jaillit. « Papa ?» Tom restait figé, la bouche entr'ouverte, incapable de bouger. Le silence entre eux n'était pas celui d'un simple choc. C'était un gouffre, un père soi-disant mort, vivant. « Comment? C'est possible ?» murmura Tom, les yeux écarquillés. Mark se leva lentement, posant la boîte noire sur la table, ses mains levées comme pour apaiser un animal effrayé. « Je n'étais pas mort, Tom. J'ai voulu voir si j'existais encore pour vous. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu... » Mais il s'arrêta. Le regard de Tom avait changé. Il n'était plus celui d'un garçon perdu. Il était celui de quelqu'un qui savait. « Tu n'aurais jamais dû revenir ici, » murmura Tom, et sa voix n'avait plus rien d'enfantin. Mark recula d'un pas. « Toi aussi? Tu savais? Ce que votre mère a fait? Ce que vous avez caché? » Tom regarda la boîte, puis détourna les yeux. Une larme solitaire glissa sur sa joue. Mais ce n'était pas une larme de tristesse. « Tu te souviens vraiment pas? Ce que tu nous as fait avant ta chute? » Un frisson traversa Mark. Il sentit ses genoux faiblir. « J'ai rien fait. J'étais un père. Présent, je vous ai élevé. » Tom serra les dents, puis explosa. « Tu nous frappais, papa. Tu frappais maman. Tous les soirs. T'étais un monstre, mais tu t'en souviens pas, hein? Et quand t'es tombé, c'est parce qu'elle t'a repoussé. Pour se protéger. » Mark chancela. Les images floues, les silences de Clara, les marques qu'il voyait parfois sur le bras de son épouse, qu'elle disait causées par des portes. « C'est faux, » souffla-t-il à peine audible. « Non, c'est nous qui avons vécu dans ton absence bien avant ta fausse mort, parce que t'étais déjà mort pour nous. » Tom quitta la pièce, laissant Mark seul avec le coffret ouvert. Il s'écroula à genoux. La vérité, la vraie, il ne l'avait pas vue, parce qu'elle était en lui. Enterrée sous la honte, sous les années, sous les trous noirs qu'il avait appelés oubli. Clara ne l'avait pas puni, elle l'avait effacé. Et il venait de se ressusciter lui-même pour redécouvrir le monstre qu'il avait été. Mark se traîna jusqu'à la salle de bain, le souffle court, l'esprit noyé dans une brume d'horreur et de confusion. Il alluma la lumière. Face à lui, un miroir. Il n'y vit pas un père brisé, pas une victime, mais un visage dur, ravagé. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un innocent. Il se pencha lentement vers le miroir. Et pour la première fois depuis des années, il osa murmurer à son propre reflet. « Qu'est-ce que t'as fait ?» Des flashs, des images éparses, des cris, une main levée, une porte qui claque, un jouet brisé, des sanglots dans un coin de mur. Et puis, le trou noir. Il n'avait pas perdu la mémoire, il l'avait fui. Clara n'avait pas menti, elle l'avait protégé de lui-même. Il comprenait à présent pourquoi elle avait murmuré « Enfin, c'est fini !» Pas parce qu'il était mort, mais parce qu'un cycle de peur, de silence et de violence avait pris fin. Il s'effondra contre le lavabo, les larmes dévalant son visage, mais il ne pleurait pas pour être aimé. Il pleurait parce qu'il se souvenait. Et soudain, une voix retentit dans le couloir. « Tu devais rester mort. » Clara, elle se tenait là, droite, impassible. Pas de haine, pas de colère. Juste une lassitude ancienne, épuisée, comme si elle portait ce poids depuis une éternité. Mark voulut parler, mais elle leva la main. « Oh, dis rien. J'ai effacé ce que j'ai pu pour que les enfants aient une chance. J'ai tout fait pour qu'ils aient un père dans leurs souvenirs, pas un fantôme violent. Tu m'as laissé seul face à eux. Et maintenant, tu veux quoi? Le pardon? » Il baissa les yeux. Même le pardon, il ne le méritait pas. « Je veux que vous soyez libres, que vous ne portiez plus ma trace, même en silence. » Clara hocha la tête. « Alors repart disparaît vraiment cette fois. » Il la regarda.
pour la première fois, non comme une femme qu'il avait quittée, mais comme une femme qui avait survécu. Il passa devant elle, lentement, sans un mot. Et lorsqu'il sortit dans le froid de la nuit, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vivant d'une manière nouvelle, lucide, coupable et libre. La pluie tombait à l'horizontale, giflant le visage de Mark alors qu'il marchait sans but, la capuche trempée collée au crâne, ses chaussures imbibées par les flaques. Il n'avait pris ni sac, ni argent. Rien, juste son corps. Et son passé, comme fardeau. Chaque pas dans la ville était un pas de plus dans l'anonymat. Il redevenait invisible, mais cette fois par choix. Il trouva refuge dans un hôtel miteux, payé en liquide avec les derniers billets qu'il avait. La chambre empestait le renfermé et les regrets d'autres âmes perdues. Il s'allongea sur le lit. Le plafond le fixait. Ou peut-être était-ce Dieu. Mais Mark ne cherchait pas la rédemption. Il n'y avait rien à sauver. Il dormit. Pas vraiment. Un demi-sommeil. Hanté. Des souvenirs revenaient par vagues brèves. Le regard effrayé de Léo quand il avait 6 ans. La lèvre fendue de Clara. Le vase brisé. Ses propres cris. Il n'avait jamais été un héros. Juste un homme piégé dans ses colères. Le lendemain, il se leva à l'aube, racheta un vieux téléphone et envoya un seul message, anonyme, à Tom. « Je me souviens maintenant, et je suis désolé. Vous n'avez plus à porter mon ombre. Je ne reviendrai pas. » Il ne signa pas. Il savait qu'il comprendrait. Il passa les jours suivants dans des gares, des petits villages, dormant où il pouvait. Pas pour fuir, mais pour se punir. Pas dans la haine de lui-même, mais dans une lente digestion du vrai. Et chaque nuit, il écrivait. Des lettres. Pour Tom, pour Léo, pour Clara. Il ne les enverrait jamais. Il écrivait pour que son silence ne soit pas vide. Il offrait enfin ce qu'il n'avait jamais su donner. L'espace, la paix, l'absence. Les années passèrent. Mark ne remit jamais les pieds dans sa maison. Il trouva du travail sous un faux nom dans une station-service perdue entre 2 routes oubliées. Il était poli, discret, il remplissait des réservoirs et balayait le sol. Personne ne lui demandait qui il était. Et ça lui allait. Il n'avait pas besoin d'exister, seulement de réparer, même de loin. Jusqu'à ce jour. Un après-midi de printemps, alors que le soleil doré allongeait les ombres sur l'asphalte, une voiture s'arrêta devant la pompe numéro 3. Une silhouette descendit. Jeune, grande, silencieuse. Tom. Il avait changé. Le regard plus posé, plus vieux. Mais il n'y avait plus la haine dans ses yeux, juste une paix curieuse. Mark resta figé. « Comment tu m'as retrouvé ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Tom haussa les épaules, esquissant un mince sourire. « Tu m'as appris à observer, même sans le vouloir. » Un silence. Puis Tom reprit calmement. « J'ai relu ton message, longtemps, et j'ai compris. Ce que tu nous as fait, c'était vrai. Mais ce que tu essayes de faire depuis, c'est tout aussi. » Mark détourna les yeux. Il voulait pleurer, mais il n'en avait plus la force. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais, » répondit Tom. « Mais je te le donne quand même. » Mark tomba à genoux. Pas de spectacle, juste une expiration. Comme si l'air qui sortait n'était pas de la respiration, mais une vie entière enfin relâchée. Tom s'agenouilla à ses côtés. Le prit brièvement dans ses bras, pas comme un fils qui revient, mais comme un homme qui choisit de ne pas haïr. Et dans cette accolade tremblante, sans promesse, sans retour, un cycle se brisa, et un autre, plus doux, commença. Il pensait être invisible, mais c'était pas le regard des autres qu'il avait perdu, c'était sa propre humanité. Et parfois, le pardon ne vient pas pour effacer, mais pour libérer.